Il est 8h34. Nous recevons Prisca Thévenot ce matin, qui est députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine, ancienne porte-parole du gouvernement et proche de Gabriel Attal. Prisca Thévenot, bonjour. 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 Prisca Thévenot, vous êtes d'origine mauricienne. Tout à fait. Vous connaissez bien l'océan Indien, quoique vous soyez né à Strasbourg. Hein, oui. Mais cyclone, là-bas, dans cette région du monde, on connaît les cyclones. Oui. Mais là, celui-là a été ravageur et la population mauricienne appelle l'État au secours, vraiment l'État au secours. Il faut que l'État capable de rénover en 5 ans Notre-Dame doit être capable, me semble-t-il, de porter secours à la population mauricienne. Alors je pense que mahoraise. Voilà, ce que j'allais défendre effectivement. Oui, je suis franco-mauricienne, donc effectivement ce sont des sujets qu'on connaît très bien, les cyclones. Mais là, rappelons que ce qui se passe à Mayotte est sans aucune mesure. On n'a jamais vu de telles forces depuis 1936, je crois. 34, exactement. Le bilan qui nous revient est effroyable. Les images glacent le sang. Nous avons effectivement besoin que tout le monde soit mobilisé et c'est ce que l'État a fait et c'est normal. Et bien évidemment les collectivités locales. Directement, des renforts ont été envoyés par le ministère de l'Intérieur avec de la sécurité civile, mais également des sapeurs-pompiers. Des agents sur les sujets d'énergie, réseau énergie ont été envoyés depuis la Réunion à Mayotte. Un centre interministériel de crise a été réuni dès ce week-end. Je sais que le président de la République sera présent au centre interministériel de crise ce soir à 18h. Donc tout le monde suit avec attention effectivement ce qui s'y déroule, sachant que si le cyclone est passé, les drames vont être d'autant plus importants puisque on sait qu'il y a énormément de maisons en tôle, de bidonvilles qui bien évidemment ne résistent pas à ce évidemment, type. Évidemment, l'île sera classée, enfin l'archipel, en état d'urgence. La déclaration de l'état d'urgence sera faite, j'imagine. Ça sera décidé, bien évidemment. Le plus important là, c'est qu'on retrouve et qu'on puisse déblayer très rapidement, parce que là, c'est des instants très très précieux. Prisca Thévenot, regardons la politique maintenant. François Bayrou commence ses consultations aujourd'hui. Je vais revenir. Il reçoit Marine Le Pen et Jordan Bardella à 9h. Dans 25 minutes, je vais revenir sur la présence du RN dans le bureau de François Bayrou. Ensuite, il recevra Gabriel Attal et ensuite Olivier Faure, puis Laurent Wauquiez dans la journée. Voilà son agenda. Est-ce que Renaissance, Ensemble pour la République, votre parti participera au gouvernement de François Bayrou? On fera plus que participer, on le soutiendra. On soutiendra le gouvernement de François Bayrou. Et vous y participerez s'il vous sollicite, s'il sollicite des membres du parti. J'imagine que oui, et il n'y a pas de débat. Maintenant, ce qui est important de le dire, c'est que depuis le début, effectivement, depuis le début du lendemain de la dissolution, nous avons été toujours presque la seule et unique force politique à vouloir faire que ça marche, que ça avance. Et nous l'avons toujours dit, aussi bien avec Michel Barnier qu'aujourd'hui avec François Bayrou. L'enjeu que nous avons aujourd'hui, c'est pas simplement de se compter entre nous et de savoir combien de députés Renaissance ou combien de députés Horizon ou LR ou machin seront autour de la table. L'enjeu, c'est que nous ayons à disposition une équipe gouvernementale en action pour la France. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. C'est ce que j'entendais déjà lorsque Michel Barnier a été nommé. Hein. Pardon, mais on a été les seuls à faire en sorte que ça fonctionne. Et on n'a pas été de celles et ceux qui ont fait des 20 heures ou des tweets pour réclamer soit un CP, soit une annonce à faire devant les Français. On a été présents en commission et en séance, là où nous devons être, c'est-à-dire travailler pour les Français. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Si on commence à se dire, alors tel groupe politique doit avoir tant de sièges, tel autre groupe... Enfin, franchement, les Français vont dire, ça suffit, vous vous moquez de nous, vous vous moquez de nous. Donc là, aujourd'hui, on doit vraiment être en capacité d'avoir une équipe gouvernementale en action. Est-ce que François Bayrou aura plus d'autorité que Michel Barnier? La question se pose parce que vendredi matin, dans le bureau d'Emmanuel Macron, il y a eu confrontation entre ces deux hommes, Emmanuel Macron et François Bayrou. Mais si, Prisca Thévenot, vous le savez. Oui, vous savez bien. Que s'est-il passé? Bien, le président de la République devait nommer, voulait nommer Monsieur Lecornu à Matignon, et puis François Bayrou a dit non. Et François Bayrou s'est imposé. Écoutez, vous savez, j'ai lu beaucoup de choses effectivement de vos confrères. Oui, mais moi j'ai des témoignages qui confirment. Mais très bien. Mais ce que je dis simplement, c'est que au bout du jour, c'est le président de la République qui nomme.
Oui, d'accord. Enfin, là, l'autorité de François Bayrou est renforcée. Et celle d'Emmanuel Macron très bien. N'est pas vraiment renforcée. Et l'autorité de nos institutions est ainsi faite que le président de la République nomme et préside et le Premier ministre gouverne. Maintenant, je pense vraiment qu'il est 8h39 lundi matin, on attend la nomination du gouvernement, l'ensemble des présidents et des présidentes de groupe vont aller rencontrer le Premier ministre. Je suis pas sûre que les Français se demandent encore ce qui s'est passé dans les coulisses ou pas les coulisses. Là, ce qu'ils veulent, c'est savoir comment ça va se passer dans les jours qui arrivent. Vous avez raison, Prisca Thévenot. Néanmoins, ça montre et ça démontre quelle est la marge de manœuvre de François Bayrou aujourd'hui. Bon, moi j'ai une question. Je suis d'accord avec vous. Elle est pleine entière comme celle de Michel Barnier était aussi. Le gouvernement sera nommé avant Noël ? Ça, ça vous aura pas échappé. Je ne suis plus porte-parole du gouvernement, donc je ne peux pas me prononcer sur des choses que je ne sais pas. Non, vous ne savez pas. Très bien. Mais est-ce que François Bayrou doit conserver Bruno Retailleau dans son gouvernement ? Là, vous avez votre idée. Mais oui, non, mais j'ai entendu plein de choses. Moi, j'ai entendu effectivement le président du Sénat, les Républicains dire qu'il faut le garder. Je crois que Yael Braun-Pivet aussi s'est prononcée dessus. Je crois. Je pense qu'encore une fois, il s'agit surtout d'avoir une équipe gouvernementale qui est unie, qui fonctionne avec des nuances, mais qui arrive à fonctionner. Mais pourquoi ensemble. Ne dites-vous pas oui à ma question ? Mais en fait, la question, c'est pour faire quoi ? Encore une fois, là, je pense... Pour défendre la loi immigration, par exemple, une nouvelle loi immigration. Et qu'est-ce qu'on y met dans cette loi immigration ? Je ne sais pas, moi, je ne suis pas au gouvernement. Je pense qu'il y a deux... je pense qu'il faut écouter. L'enjeu, c'est pas d'arriver avec son agenda personnel politique propre. L'enjeu, c'est d'arriver avec l'agenda politique des Françaises et des Français. Et est-ce que aujourd'hui les Français et Françaises expriment des choses ? Oui. En première chose, le budget, parce qu'on a besoin de ce budget pour faire avancer des politiques publiques extrêmement importantes. Ensuite, un gouvernement, parce qu'on a un certain nombre de propositions de loi qui sont bloquées à l'Assemblée nationale, qui attendent notamment sur le sujet des enfants porteurs de handicap, les AESH. On a une proposition de loi très concrète dessus. Ensuite, il y a des revendications extrêmement fortes en ce moment et importantes qui concernent tout le monde. Le sujet des agriculteurs. Bien sûr. Deuxième point, le narcotrafic. Est-ce qu'on peut déjà avancer sur un agenda que je viens d'énumérer qui est quand même bien chargé ? Et ensuite, on verra les enjeux personnels en 2026, en 2027. Il y a des enjeux personnels, mais il y a aussi de gros enjeux. Les retraites, la sécurité des Français, l'immigration, le budget. Voilà les... Bon, mais Prisca Thévenot... Quel va être l'objectif de François Bayrou ? Éviter une censure, évidemment, j'imagine. Éviter absolument une nouvelle censure. Alors, est-ce qu'il doit demander au Parti socialiste de renoncer à utiliser le 49.3 ? Est-ce qu'il doit le faire ? Est-ce que François Bayrou doit accepter de renoncer au 49.3 pour éviter une censure ? Je pense que la question doit d'autant plus se porter sur aujourd'hui les responsables politiques à l'Assemblée nationale. Oui. Parce que si on veut que le Premier ministre réussisse, il va falloir qu'on participe tous à l'aider à réussir. Ça ne veut pas dire qu'on s'efface. Mais est-ce qu'il doit dire au PS, pour pouvoir réussir, pour se donner les moyens de réussir, je renonce au 49.3 ? Non, le vrai sujet pour moi, c'est qu'est-ce que le PS veut faire aujourd'hui ? Oui. C'est plutôt ça. Si c'est simplement arriver avec un a priori de menace de censure sans savoir même sur quoi, je ne pense pas que ce soit ça, le Parti socialiste. Je ne pense pas que ce soit ça la gauche du gouvernement, et j'en suis même sûre. Donc la question aujourd'hui, c'est pas ce que le Premier ministre demande aux formations politiques, c'est ce que les formations politiques attendent d'elles-mêmes pour pouvoir avancer pour les Français. Des socialistes au gouvernement ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et je le dis encore une fois, c'est pour ça que l'enjeu aujourd'hui, c'est la clarification est nécessaire aussi à l'intérieur des mouvements politiques eux-mêmes. Je pense qu'il y a de grandes avancées qui ont été faites en quelques temps sur le Parti socialiste, qui ont commencé petit à petit à se défaire de la mainmise de la LFI. Je pense qu'il faut quand même le souligner et espérer qu'on va continuer dans cette démarche-là. Vous espérez une rupture ? Je la souhaite, oui. Entre le PS et LFI ? Je la souhaite. Vous la souhaitez. Qu'attendez-vous de François Bayrou ? Donc qu'un budget soit voté, on est bien d'accord, ça c'est essentiel. Qu'il n'hésite pas à prendre des mesures impopulaires ? Oui, mais c'est pas le sujet d'être impopulaire. Est-ce qu'il n'est pas menacé par l'immobilisme, François Bayrou ? Je vous dis ça parce que n'est-il pas lui-même, à vos yeux, le symbole de l'immobilisme ? Je crois pas, et encore moins à mes yeux. J'ai commencé effectivement en 2016 derrière un candidat Emmanuel Macron, et très rapidement on a vu François Bayrou arriver dans notre QG de campagne à l'époque. Donc j'ai pas l'impression qu'en 2016 nous sommes inscrits dans une démarche d'immobilisme. Vous parlez de 2016 ? Oui.
Alors, je vais vous raconter une anecdote. Vous allez me citer les propos de François Bayrou. Oui. Il était face à moi en 2016 sur RMC, oui. BFM TV. Vous savez ce qu'il disait à propos d'Emmanuel Macron? Vous voulez que oui. Je le cite. Derrière Emmanuel Macron, il y a des grands intérêts financiers incompatibles avec l'impartialité exigée par la fonction publique. Voilà ce qu'il disait. Et donc, quelques mois plus tard, il a rejoint Emmanuel Macron parce qu'il y avait quelque chose qui la était... politique? Non, parce qu'en fait, le président de la République, Emmanuel Macron, a quitté ses fonctions et s'est engagé pleinement. Et donc, je pense que c'est ça qui est important. Et je ne suis pas sûre que François Bayrou soit homme à venir s'asseoir sur ses convictions. Donc, il est plutôt agréable de voir que quelqu'un, effectivement, évolue et rejoint une autre formation politique pour pouvoir faire quelque chose qui est plus grand, c'est-à-dire servir la France. Alors, François Bayrou ne s'assoit pas sur ses convictions, c'est ce que vous venez de dire. Oui, mais vous me posez la question de qu'est-ce que j'attends de François 2022, Bayrou. Voilà ce que François Bayrou disait à propos de la réforme des retraites. Je suis opposé. Écoutez, dans la vie, nous déclarons, et ensuite, comme vous le dites, nous avons des convictions, nous les défendons. Alors les convictions de François Bayrou, 2022, je suis opposé à tout passage en force, je suis contre le 49.3. Voilà ce qu'il disait. Oui, pour la réforme des retraites. Oui. Oui, mais il a... encore une fois... quoi ? Il a le droit d'avoir. Heureusement qu'il a le droit d'avoir un avis. Et pas tout le monde était d'accord pour le 49.3 sur la réforme des retraites. Enfin, encore une fois, je sais pas parce qu'on donne une opinion qu'on n'est pas capable de se retrouver dans un projet collectif. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, ce que nous demandent les Français. C'est de pas d'être tous en train de dire matin, midi et soir la même chose. Mais c'est que des nuances politiques existent et qu'elles servent à nourrir un projet global. C'est pour ça que, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Oui. Donc, d'autant plus, ce que j'attends, moi, de François Bayrou aujourd'hui en tant que Premier ministre, c'est qu'il vraiment s'appuie sur les forces politiques à l'Assemblée nationale. Il y a de quoi faire un débat politique extrêmement riche, fort des nuances que les Françaises et les Français nous demandent. Et c'est ça qu'on doit avoir aujourd'hui. On ne doit pas considérer que l'Assemblée nationale, c'est juste un outil pour soit être un passage d'enregistrement pour des lois, ou alors potentiellement la terreur avec la censure. C'est pas ça, c'est bien plus que ça. Dans nos institutions françaises, l'Assemblée nationale est un endroit où on débat. Souvent fortement, mais où on débat fondamentalement. Conférence sociale sur les retraites ou pas? Si c'est proposé... Est-ce qu'il doit rouvrir le dossier des retraites? Mais le dossier, tout sujet peut être réouvert. Attendez, tout sujet... Vous n'êtes pas contre qu'il y ait une conférence sociale et qu'on rediscute des fameux 64 ans? Non mais vous savez, le sujet des retraites est réouvert depuis la réforme de 2023, presque tous les 4 matins dans l'hémicycle ou en séance. Oui. Je le dis de façon assez simple, et même au cours du dernier mois, le sujet a été réouvert 2 fois, sur la niche législative RN et sur celle de la LFI. Le problème, c'est pas abroger la réforme des retraites pour abroger la réforme des retraites, ou la suspendre, ou je ne sais quel autre qualificatif encore. C'est quelle est la proposition de financement en contrepartie. Parce que l'ensemble des forces politiques aujourd'hui présentes à l'Assemblée nationale, l'ensemble reconnaît qu'il y a un problème de financement. Mais face à cela, très peu de formations politiques proposent un modèle de financement. Donc encore une fois, je pense qu'il faut être responsable. Simplement dire abroger ou suspendre, ok, on fait quoi tous les mois avec le versement des pensions de nos retraités? On leur dit attendez, levez la main le temps que les politiques s'entendent? Ça ne fonctionne pas. C'est juste pas décent et responsable. Et la proportionnelle aux législatives, vous y êtes favorable? C'est un sujet qui peut être ouvert aussi au débat. C'est un sujet qui monte beaucoup. Moi, je suis pas contre un débat par défaut. Maintenant, je dis, est-ce que les Français en ce moment se réveillent en se disant la proportionnelle, c'est l'urgence et la priorité? Je ne suis pas sûr. Bon, la France est moins solide et moins fiable sur les marchés financiers. Nous empruntons... j'ai vu la note de Moody's. Nous empruntons peu cher. Du fait de l'instabilité politique. Mais vous croyez que c'est l'instabilité politique qui a creusé le déficit de la France? Non, il y a deux choses. Il y a deux sujets. Attendez, il y a deux sujets. Qui a abîmé les finances publiques? Jean-Jacques Bourdin, il y a deux sujets que vous êtes en train de me poser. Oui, allez-y. L'instabilité politique qui effectivement a été relatée par la note de Moody's il y a quelques jours reflète simplement l'instabilité politique qui règne dans notre pays. Cette potentiellement difficulté à se dire comment nous allons revenir dans le droit chemin sur le sujet du déficit public. C'est ça. Ensuite, sur le sujet du déficit lui-même. Pardon, mais j'ai été sur de nombreux plateaux, et d'ailleurs vous aussi sur vos plateaux, où pendant la crise Covid, pendant la crise de l'inflation, on nous disait pas comment moins dépenser, mais comment plus dépenser. Et c'était normal parce qu'il s'agissait de protéger les Françaises et les Français face à des crises qui étaient quand même d'une grande ampleur. Donc aujourd'hui, maintenant que les crises sont passées, oui, nous devons revenir à la normale. Et pour revenir à la normale, nous avons besoin de quoi ? De stabilité. Et donc c'est tout ce que nous sommes en train de dire depuis un moment. Pardon, mais ça fait un moment qu'on le dit.
appuyer sur la censure, c'est pas anodin sur le budget. C'est pas anodin. Sur les questions financières, la France est en voie de déclassement. Je dis pas que la France est au niveau de la Grèce. Je me méfie de ce genre de comparaison. Mais franchement, Emmanuel Macron n'est-il pas le premier responsable de ce déclassement? Mais arrêtons avec on peut pas l'exonérer de toute responsabilité. Non mais attendez, j'adore les débats qui passent leur temps à chercher des coupables mais jamais proposer aucune solution. Et je trouve que ça n'apporte rien. Il y a bien des responsables. Nous sommes un grand pays, mais c'est pas coupables. Mais c'est pas. Vous savez de quoi est responsable? Vous savez de quoi est responsable Emmanuel Macron? Je vais vous le dire. D'avoir tenu ses promesses engagées en 2016 alors qu'il était candidat. Sur le chômage, sur la capacité de remettre l'éducation au centre de nos priorités, sur les forces de sécurité. On voit les résultats. Oui, on a réinvesti comme jamais. Et est-ce qu'on part de loin? Oui. Et je suis pas en train de pointer du doigt celles et ceux qui étaient là avant nous. Sur les forces de sécurité, sur la justice, nous avons réinvesti comme jamais. Est-ce que ça prend du temps? Oui. Mais les premières mesures sont là, avec en plus des grosses crises que nous avons dû affronter tous ensemble. Mais je n'en peux plus, et je vous le dis d'autant plus, je n'en peux plus de ce fantasme et de ce récit qu'en France, on ne serait pas capable de relever des grands combats ensemble, des grands défis. Vous l'avez dit en début d'interview, je suis franco-mauricienne. Et je pense que plus que jamais, être patriote, c'est effectivement se dire qu'il y a des difficultés, il y a des défis, mais qu'ensemble on va réussir. Et s'il y a un pays où on peut réussir beaucoup de choses, c'est dans notre pays, en France. Alors comment allez-vous faire pour vous faire entendre par les Français qui vous croient de moins en moins? Comment allez-vous faire? Moi, je veux bien, tout ça, c'est bien beau, mais comment allez-vous faire? Déjà, arrêtez de parler de nous-mêmes. Justement, arrêtez, j'espère que sur les prochains jours, on va pas assister à des débats sur il faut tant de PS, il faut tant de LR, il faut tant de machin dans le gouvernement. Moi, je pense qu'il faut d'autant plus... Pourquoi est-ce qu'on parle de cela? Parce qu'il y a eu dissolution, Prisca Thévenot. Parce qu'il y a eu aussi une nouvelle situation politique. Attendez, vous voulez qu'on reparle de la dissolution? À grand plaisir pour parler de la dissolution. On peut reparler de la dissolution. Si jamais... au lendemain des élections européennes, alors qu'un Français sur deux avait voté pour un parti d'extrême, le président de la République n'avait rien fait, n'avait pas réinterrogé les Français, on serait encore aujourd'hui, le 16 décembre, à dire sur tous les plateaux, vous vous rendez compte, d'une démocratie, le président de la République n'a pas réinterrogé les Français, ne leur a pas redonné la parole. Oui, il leur a donné la parole. Et les Français se sont exprimés massivement d'ailleurs. Donc c'est qu'il y avait une volonté de vouloir être réinterrogés. L'enjeu que nous avons aujourd'hui, c'est que, je vois pas le rapport entre la dissolution et le gouvernement que nous allons former. Là, l'enjeu, c'est pas de se dire qu'il faut tant ou tant d'étiquettes politiques. Il faut des hommes et des femmes d'expérience, capable de savoir qu'effectivement, il faut s'appuyer sur la politique d'aujourd'hui. Les Français, non. On peut pas porter... Ce sont les Français qui ont voté, cela dit. On peut pas les tenir responsables d'un vote, au contraire. Ils sont en responsabilité, ils ont voté. Ils ont voté et provoqué l'instabilité politique. Ils n'ont pas provoqué l'instabilité politique. Les Français, non mais attendez, on peut pas dire... Ils n'ont pas provoqué, mais pardon, l'instabilité politique, elle vient du vote des Français. Non, elle vient du fait que... Non. Ah non. Une instabilité ne vient pas d'un vote. Un vote, franchement, on doit le chérir dans nos démocraties. L'instabilité politique vient du fait qu'on a des forces politiques à l'Assemblée nationale qui ne sont pas occupées pour le 27 du mois, mais pour 2027. Ah bon? Bien, arrête. Mais Gabriel Attal le premier. Pas du tout. La preuve, c'est que... Pas du tout. Ne me dites pas que Gabriel Attal ne pense pas à 2027. Est-ce qu'au cours de ces dernières semaines, il est arrivé avec sa liste de lignes rouges pour expliquer pourquoi ça ne fonctionnerait pas? Non. Non, vous pensez qu'il ne... Bon, on y reviendra un jour. Prochain, sans aucun doute, avant 2027. Prisca Thévenot, pensez-vous qu'Emmanuel Macron ira au bout de son mandat? Non, mais je vous pose la question. Vous savez pourquoi je vous pose la question? Parce que tant de responsables politiques n'attendent qu'une chose, c'est la démission d'Emmanuel Macron. Pourquoi ils l'attendent? Pour 2027 ou pour les présidentielles anticipées? Parce qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de prendre sa place. Mais du coup, ils sont en train d'expliquer qu'un président de la République élu au suffrage universel direct ne serait donc pas légitime à finir son mandat tout en voulant eux-mêmes prendre sa place. Donc quelle serait leur légitimité à eux? Je pense que plus que jamais aujourd'hui, alors que nos démocraties sont bouleversées, sont attaquées, sont challengées, on doit tenir bon. Le président de la République a été élu jusqu'en 2027 et jusqu'en 2027, il sera le président de la France. Que faire avec le Rassemblement national, Prisca Thévenot? François Bayrou reçoit Marine Le Pen et Jordan Bardella tout à l'heure. Que faire? Gouverner, peut-être? Proposer d'entrer dans un gouvernement de coalition? Je ne sais pas, moi. Non, je pense que tout simplement, il faut rappeler quelque chose. Il ne faut pas oublier que si en 2016... C'est un parti républicain. Non, mais attendez, si en 2016, François Bayrou a rejoint Emmanuel Macron, c'est précisément parce qu'il y avait une menace de l'extrême droite. Précisément.
Maintenant, force est de constater qu'à l'Assemblée nationale, il a plus d'une centaine de députés, Rassemblement national, élus au suffrage universel direct. Oui. Et donc les 577 députés, dont font partie le Rassemblement national, sont parfaitement légitimes pour être entendus sur des revendications qu'ils peuvent exprimer et sur la base desquelles ils ont été élus. Donc c'est tout à fait normal que le Premier ministre reçoive l'ensemble des formations politiques, et il reçoit en premier lieu le Rassemblement national, parce que c'est eux qui ont, pas une majorité, mais le plus grand nombre de députés. Oui, le plus gros groupe. Point. Et à l'inverse, on aurait dit, mais pourquoi il ne les reçoit pas? Donc, il est normal qu'il l'écoute, mais je pense que... C'est un parti républicain. C'est un parti qui est à l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale est républicaine. Bon, donc c'est un parti républicain. Ça sert à quoi de savoir si c'est républicain par républicain? Non, mais pourquoi, ils sont légitimes. Pourquoi ne pas le dire? Mais parce que ça arrive. Pourquoi avoir peur de le dire? Je n'ai pas peur de le dire. Je vous le dis d'ailleurs que c'est un parti républicain. C'est un parti qui est dans la République, et je vais même plus loin, qui est dans la République. Maintenant, est-ce que c'est un parti que je combats sur les idées? Non, mais ça. Oui, mais je préfère le dire aussi. Oui, mais vous le combattez sur les idées, mais vous n'arrivez pas à dire que c'est un parti républicain. Mais ils sont dans l'hémicycle, ils sont à l'Assemblée nationale. Bon. Enfin, ça veut dire que quoi? On va tirer un rideau sur la moitié de l'Assemblée, sur un tiers de l'Assemblée, en me disant on veut pas les regarder, on veut pas les écouter. Ils sont là, et je préfère les avoir en face de moi pour les combattre sur le fond et me pointer leurs incohérences et par moments leur indécence, que de nier leur existence. Ce n'est pas vrai. Ils sont là à l'Assemblée nationale. Bon, j'ai une dernière question qui n'a rien à voir avec tout ça. Vous avez regardé Miss France, l'élection? Non, mais j'ai suivi. Vous avez suivi? J'ai suivi, oui. Quel était votre préféré? Dites-moi, Prisca. Miss Corse. Miss Corse? Oui. Bon, elle n'a pas été élue, mais elle a failli. C'est le jeu d'un concours. Elle a failli, c'était un concours. Bon, très bien. Merci Prisca Thévenot d'être venue nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Patrick Roger sera là après 9h, et demain, nous recevrons Manuel Bompard. Pourquoi est-ce que LFI n'accepte pas de rencontrer François Bayrou? Pourquoi? Des l'aigreur. Pourquoi, selon vous? Parce qu'ils sont dans l'aigreur. Dans l'aigreur? Oui, en fait, le seul truc qu'ils veulent, c'est pas de faire entendre la voix des Françaises et des Français qui représentent, c'est de faire entendre qu'une seule voix, celle de Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon a vraiment une haine de la France. Pourquoi? Parce que c'est le pays qui lui a empêché ce qu'il attendait depuis longtemps, l'Élysée. Donc, de toute façon, ils ne voudront aucun compromis, aucune discussion, mais il n'y a rien de nouveau. Ben, merci Prisca Thévenot, il est 8h56, vous êtes sur Sud Radio.